Bonjour, bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Cette semaine, nous partirons à la rencontre de David Valla, un repenti du djihad. Ce Français converti à l'islam dans les années 90 nous racontera les techniques d'embrigadement des islamistes radicaux. Nous en parlerons d'ailleurs avec notre invité, Régis Le Sommier, reporter de guerre, spécialiste du Moyen-Orient. Il sort un livre sur Daesh. À l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, nous ferons un point sur les produits méditerranéens plus que jamais représentés. Nous suivrons également Pierre Rabhi, c'est le pionnier de l'agroécologie, plus qu'une philosophie, une vision humaniste du monde, vous verrez. Je vous emmènerai ensuite en Italie découvrir des carrières de marbre de Carrare, connu comme l'un des marbres les plus prisés, une visite assez rare. Chaque semaine, l'actualité du bassin méditerranéen nous conduit en Syrie, avec cette fois-ci un espoir mince, mais réel. Le régime de Damas a accepté la proposition russo-américaine sur la cessation des hostilités en Syrie. Il a toutefois affirmé continuer à combattre les groupes terroristes, dont l'organisation État islamique. Autant dire que ce cessez-le-feu semble d'ores et déjà bien fragile, mais cette trêve permet l'envoi d'aide humanitaire à destination des civils. Depuis 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 270 000 morts. Jusque-là, accablée par les bombardements incessants, la population syrienne a dû s'organiser. Des hôpitaux ont été installés sous terre, des hôpitaux, mais aussi, vous allez le voir, des écoles. Ces images, commentées par Martine Laroche-Joubert, ont été tournées à Alep par les habitants eux-mêmes. Ils jouent comme tous les enfants du monde, mais ils sont orphelins. Recueillis dans une école au cœur de la guerre, à Alep. Ce sont des habitants de la ville qui nous envoient ces images. Les enfants sont hébergés sur place par des bénévoles. Cette petite fille de 8 ans vient de se réfugier ici. Un missile est tombé sur notre maison. Mon père et ma mère ont été tués. Je me suis retrouvée seule pendant 2 mois avec mes frères et sœurs. Tout autour, ces quartiers contrôlés par la rébellion. L'aviation russe les bombarde sans relâche. Elle n'épargne ni les hôpitaux, ni les écoles. Alors, chaque jour, ou presque, ces enfants descendent sous terre. Nous avons 2 étages au sous-sol. Nous y envoyons les enfants pour les protéger des barils d'explosifs lancés par le régime d'Assad et des bombardements russes. Ici, le générateur gronde. Un vacarme qui rappelle la guerre toute proche. Il n'y a plus d'électricité à Alep. Parfois, un dessin les aide à s'évader. Ahmed, fais-nous des dessins de Disney. Pour ces enfants, difficile de fuir Alep. Les forces du régime encerclent presque totalement la ville. L'institutrice, elle, fait de son mieux pour maintenir un semblant de normalité. Écris mieux que ça, s'il te plaît. Dans cette tragédie, ces orphelins vont au moins à l'école. Près de 2,5 millions d'enfants syriens ne sont plus scolarisés à cause de la guerre. Des milliers sont morts. L'institutrice, ici, remplace les parents. Tiens bien ton aiguille, ma chérie. Prends bien le fil. Allonge-le. Pourquoi il n'y a plus de jouets ni de lumière chez nous, dit cette chanson. Où est le beau soleil qui éclairait cette ville? À Alep aujourd'hui, ces enfants sont peut-être les seuls à esquisser un sourire. Oui, une situation dramatique. Pour en parler avec nous aujourd'hui en duplex de Paris, notre invité est Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, vous êtes reporter de guerre, spécialiste du Moyen-Orient et vous venez de publier ce livre, Daesh, l'histoire aux éditions de La Martinière. Daesh qui ne cesse de dominer l'actualité. Une question d'abord, comment un groupe d'hommes avec les plus grandes puissances contre lui peut, à ce point-là, terroriser le monde entier ? C'est un petit peu l'équation à laquelle on n'arrive pas à répondre actuellement. On est toujours un peu en atermoiement face au développement de l'État islamique par rapport à sa vigueur aussi. On s'aperçoit que, oui, ça fait quasiment 2 ans que la coalition est entrée en action en Syrie et en Irak, que
tous les jours, quotidiennement, il y a des raids aériens. Depuis le 15 septembre dernier, les Russes sont entrés dans la partie, on le sait, de façon spectaculaire. Aujourd'hui, l'aviation russe est à peu près à parfois jusqu'à 200 sorties quotidiennes. Alors, toutes les sorties quotidiennes ne sont pas contre l'État islamique, mais une bonne partie l'est. Et on se dit comment ils arrivent à encaisser un tel déferlement de feu. Et ça, c'est une des forces de l'État islamique. La force de l'État islamique, je pense, elle tient au fait que c'est un groupe qui colle à la communauté sunnite. D'abord à la communauté sunnite en Irak, parce qu'il est venu un petit peu faire son terreau, en fait, du ressentiment que cette communauté a connu à cause de l'invasion américaine en Irak en 2003. Cette invasion a donné le pouvoir aux chiites, à la communauté chiite, qui compose 60% de la population en Irak. Et elle a finalement relégué comme citoyen de seconde zone cette communauté sunnite qui avait eu les commandes, parce que c'était les hommes de Saddam Hussein pendant 30 ans, et qui s'est vu privé du pouvoir, relégué donc comme citoyen de seconde zone. Et autour de ça, finalement, face à un Irak dans lequel l'État s'était décomposé, face à un Irak qui n'a pas su, je dirais, faire face à ses prérogatives d'État, eh bien, la communauté sunnite, à la faveur d'un trouble, a bénéficié finalement, a réussi à prendre le train en marche de l'État islamique, et l'État islamique lui a véritablement offert une alternative. L'autre alternative qu'il faut... C'est aussi Daesh, c'est aussi une organisation très bien rodée, d'ailleurs vous l'expliquez dans votre livre, mais comment se finance-t-elle, comment parvient-elle à fonctionner encore ? Alors, la question, c'est que ses principales sources de revenus restent le pétrole. On peut penser que c'est incroyable, que les puits de pétrole sont les cibles de la coalition. Eh bien oui, ils sont les cibles, mais la coalition, jusqu'à présent, a cherché à s'attaquer aux infrastructures du pétrole, c'est-à-dire tous les systèmes d'approvisionnement, les pompes qui partaient des puits. Elle ne s'est pas attaquée aux puits elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elle les a pas mis en feu, par exemple, comme ça avait été le cas au moment de la première guerre du Golfe, où Saddam Hussein avait incendié les puits de pétrole en Irak pour qu'on ne puisse pas les utiliser pendant des mois. Là, ce n'est pas le cas. La coalition laisse les puits intacts, ce qui fait que des petites unités peuvent toujours s'approvisionner aux puits, que la raffinerie, parce que ce pétrole, il faut le raffiner, eh bien, les raffineries, avant, c'était des ensembles industriels complexes. Aujourd'hui, ce sont des micro-raffineries qui ont lieu chez les gens, finalement, et qui sont très difficiles à détecter du ciel. On en avait d'ailleurs beaucoup parlé dans ce magazine. Rapidement, on a reçu plusieurs invités dans ce magazine, dans ce journal, et certains spécialistes affirment qu'il faut combattre le oui également avec les idées, avec des décisions politiques dans nos sociétés, des réformes qui permettraient par exemple d'éviter que des Occidentaux soient attirés par le djihad. Qu'en pensez-vous ? Ben là, c'est l'autre facette, c'est un petit peu l'écho que fait Daesh depuis le début. On sait qu'il opère à deux niveaux. Il a opéré évidemment donc sur ce ressentiment des communautés sunnites en Irak et en Syrie. Également, il a un écho incroyablement favorable dans nos banlieues, dans les prisons en France, en Belgique évidemment, puisqu'on sait qu'il y a cette coalition qui existe entre des djihadistes belges et djihadistes français, une coalition qui s'est faite sur le terrain. Leur œuvre, évidemment, c'est l'attentat du 13 novembre à Paris, contre le Bataclan, contre les terrasses, qui ont été faits par ces djihadistes francophones. Il faut savoir que sur place, ils sont regroupés un peu à la façon des brigades internationales, suivant des groupes linguistiques. Et c'est comme ça qu'on les retrouve ensemble de façon opérante en Europe. Maintenant, comment Alors justement, arriver... Régis Le Sommier, vous allez rester avec nous parce que nous parlions à l'instant de ces Occidentaux qui rejoignent la Syrie et les rangs de Daesh. Voici à présent le témoignage étonnant d'un repenti du djihad. David Valla, c'est son nom, est un Français converti à l'islam dans les années 90 et il raconte le processus d'embrigadement et les rouages de l'islamisme radical pour mieux les condamner aujourd'hui. C'est un sujet signé Olivier Martin, Olivier Palomino. Depuis les attentats parisiens, il se fait un devoir de témoigner. Français converti à l'islam, David Valla s'est engagé à 20 ans aux côtés des musulmans en Bosnie, puis dans différentes zones de guerre. L'engrenage de l'islamisme radical, un piège qu'il connaît bien. C'est le terrain qui vous fait devenir djihadiste. C'est vraiment le terrain. Ceux qui prétendent l'être avant d'y aller ne savent pas de quoi ils parlent. Pour les gens hésitants ou un peu chancelants, ça vous donne un esprit de galvanisation qui vous fait défier la mort le jour. Pour les gens qui sont empreints d'un sadisme latent
ça ouvre des perspectives d'application de celui-ci. Pour les gens qui veulent adhérer à une idéologie subversive, révolutionnaire, terroriste, c'est la seule offre sur le marché. Dans les années 90, il rejoint les camps d'entraînement en Afghanistan. David Valla est l'un des rares occidentaux. Sur place, c'est la violence et non la religion qui galvanise les recrues. De retour en France, David Valla se rapproche des GIA algériens. Nous sommes en 1995, le pays subit de plein fouet la vague d'attentats. Arrêté et jugé, il est condamné à 5 ans de prison, le début de sa reconstruction. Je suis le contre-exemple du discours qu'on entend aujourd'hui, à savoir la radicalisation en prison. C'est exactement l'inverse qui m'est arrivé. On m'a laissé me scolariser. Le peu de diplômes que j'ai, je les ai tous eus en détention. CAP, BEP, diplôme d'accès aux études universitaires. Je réalise bien que mon pays, que j'avais pris pour ennemi, avec cet orgueil démesuré finalement, ne me considère pas, lui, comme sorti du champ de l'humanité. Et je renoue avec ma citoyenneté grâce à ça. Ah, faut pas être angélique, hein. Il y en a avec qui ça ne marchera pas. Aujourd'hui cadre dans une entreprise, David Valla est également porte-parole du Bondi Blog, un média en ligne qui évoque l'actualité des quartiers. Chaque semaine, il réalise des chroniques vidéo. La plupart dénoncent l'islam radical. J'en ai marre que des abrutis prennent ma religion en otage. Cette histoire de déni consistant à dire non, c'est pas l'islam, non, c'est pas les musulmans, je n'en peux plus non plus. On ne pourrait pas aujourd'hui dire que l'Inquisition n'a rien à voir avec l'Église catholique. Ce serait une insulte aux victimes. L'islam a un problème dans sa frange la plus radicale et les musulmans doivent participer à le régler. Son passé, David Valla l'assume. À 43 ans, le repenti du djihad se pose aujourd'hui en défenseur de la laïcité. Alors Régis Le Sommier, on vient de l'entendre à l'instant, David Valla nous dit « L'islam a un problème dans sa frange la plus radicale et les musulmans doivent participer à le régler. » Vous en pensez quoi ? Je pense que les musulmans ont effectivement voix au chapitre. C'est eux qui pourront régler et qui pourront définitivement déclarer cette frange extrême comme étant ou une hérésie ou en tout cas une secte qui n'est pas représentative de l'islam, parce qu'elle n'est pas représentative de l'islam. Dans le Coran, il y a un certain nombre de points qui sont clairs, qui ne vont pas dans le sens de Daesh, et Daesh fait évidemment du Coran ce qu'il veut. Et donc dans ce cas-là, les musulmans ont intérêt à se faire entendre davantage. C'est tout à fait, il y va de leur propre, je dirais, l'intégration aussi des musulmans dans nos pays et en Europe. C'est très important qu'on les entende plus. Régis Le Sommier, je le disais, vous êtes reporter de guerre aujourd'hui. Il est très difficile, voire impossible de se rendre sur le terrain. Comment continuer à informer dans ces conditions ? Écoutez, du côté rebelle, c'est très difficile, effectivement, parce qu'on risque le kidnapping. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner en octobre une unité de l'armée régulière de Bachar el-Assad. Ce qui est très intéressant, ce que j'ai pu voir, constater en passant un peu de temps avec eux, c'est à quel point la guerre est enquistée là-bas, à quel point, finalement, les soldats loyalistes ressemblent finalement de plus en plus aux rebelles en face, parce qu'ils ont des uniformes un peu dépareillés. Ils utilisent des techniques de contre-insurrection sur place, ils sont dans des tranchées, dans des réseaux de tranchées, et en face, on a eu l'occasion à un moment d'aller voir une position qui avait été conquise de Jabhat al-Nusra, donc d'Al-Qaïda, et je me suis aperçu que tout simplement, en face, il y avait une véritable armée, donc ce sont des armées contre des armées, et la Syrie aujourd'hui est un véritable gruyère. Régis Le Sommier, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je rappelle donc la sortie de votre livre « Daesh, l'histoire », c'est aux éditions La Martinière. Tout autre chose à présent, puisque je vous emmène à Paris, sans plus tarder, à l'occasion du Salon de l'Agriculture qui ouvre ce samedi. Cette année encore, la Méditerranée est bel et bien représentée. Il faut dire que ce rendez-vous est devenu au fil des ans incontournable. Stéphane Hilarion, Yannick Lécuyer. Nous sommes en 1964. Le général de Gaulle inaugure en grande pompe le Salon de l'Agriculture tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un salon qui, cette année-là, s'ouvre à l'international et devient une formidable vitrine pour le savoir-faire et les produits français dont les exportations vont bondir. Notamment les produits du bassin méditerranéen. Sur le continent ou en Corse, les producteurs de fruits, de vin ou d'huile d'olive ont très vite compris l'importance du rendez-vous parisien. C'est toujours le cas aujourd'hui, comme dans cet élevage de brebis et de béliers et de races corses, dont 4 bêtes ont été sélectionnées pour le salon.
On se doit de montrer aux gens que la race corse existe. Voilà. C'est pas un épiphénomène, c'est 80 000 bêtes. Donc 80 000 bêtes, elles doivent être représentées au Salon de l'agriculture, le salon international, pour montrer aux gens, pas qu'en France, mais à l'international, que nous aussi on existe. Et les produits corses seront une fois de plus en bonne place au salon, avec notamment un village corse, avec restaurant et bar à vin. Les viticulteurs de l'île sont en effet des fidèles du salon, comme la famille Santa Maria, producteur en appellations patrimoniaux depuis 6 générations, qui ne manquerait pour rien au monde cet événement incontournable. On essaye de choisir les produits les plus représentatifs de ce qu'on fait. Les millésimes de l'année, du rouge, du blanc, du rosé, le muscat aussi. Une centaine de bouteilles, toutes couleurs confondues. Après, on est d'autres viticulteurs, donc forcément, il faut équilibrer tout ça. À la fin, ça fait un gros stock quand même, pour eux là-haut. Il y a de quoi prendre l'apéro. Des viticulteurs corses qui l'an dernier ont remporté 75 médailles au concours général agricole. Une reconnaissance de leur travail et l'assurance de voir leurs ventes augmenter. Alors de nombreux producteurs n'hésitent pas à investir pour participer au concours, comme François et Marcella Ribéry installés au-dessus de Menton. Eux ont dépensé 2 000 € pour inscrire leurs terrines, leurs saucissons et leur beurre après 4 ans de préparation. C'est une première pour vous? C'est la première fois, oui, qu'on fait le concours. Vous êtes dans quel état d'esprit? De gagnant. On a toujours essayé de se perfectionner dans tout ce qu'on fait. Et cette année, on a trouvé qu'on peut y aller. Vous êtes prêts? On est prêts. François et Marcella sauront mardi si leurs produits ont retenu l'attention du jury. Mais pour eux, comme tous les producteurs ou éleveurs présents, c'est aussi l'occasion de séduire de nouveaux clients parmi les 700 000 visiteurs, professionnels ou particuliers, attendus jusqu'au 6 mars, porte de Versailles. Oui, et c'est vrai que le salon de l'agriculture, eh bien, c'est aussi l'occasion de revenir sur des problématiques qui frappent parfois les agriculteurs, à l'image par exemple de la bactérie Xylella fastidiosa. Celle-ci est responsable de maladies mortelles chez diverses espèces de plantes cultivées, comme par exemple les oliviers. Eh bien, pour en parler, je vous propose de retrouver pour le journal de la Méditerranée et depuis le salon de l'agriculture, Eric Haas. Eric, bonjour, vous êtes en compagnie de René Colombani, il est directeur de la coopérative oléicole de Balagne. Oui, bonjour Grégoire. Depuis le salon d'agriculture, une bonne nouvelle pour les oléiculteurs corses, puisque nous venons d'apprendre que l'ensemble des oliviers de Corse n'étaient pas contaminés par la fameuse bactérie qui affecte d'autres souches de plantes, mais pas les oliviers. Vous pouvez nous donner quelques explications, M. Colombani? Oui, lorsqu'on a appris que cette maladie, cette bactérie qui est dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, on a pris les précautions qu'il fallait. Nous avons fermé les frontières. Bon, c'est une île, ça a été facile pour nous. Et aucune plante actuellement ne rentre en Corse. Que ce soit un géranium ou un olivier ou quelle que soit la plante. Mais la variété de souches de la fameuse bactérie ne concerne pas les oliviers, elle concerne d'autres types de plantes. On a trouvé une souche sur des polygala à feuilles de myrte, mais qui n'a rien à voir avec la maladie qui sévit en Italie. Est-ce que malgré tout, tous ces petits problèmes ont eu des conséquences sur la production d'olives cette année? Non, la production d'olives, on a une petite production d'huile cette année qui est due à la météo et puis peut-être à la mouche de l'olivier qui nous a fait chuter pas mal d'olives. Donc pour les années qui viennent, est-ce que vous allez continuer à prendre des mesures de protection ou est-ce que le phénomène est vraiment derrière vous? Non, le phénomène il est présent. Il faut être vigilant à ce qu'aucune plante ne rentre en Corse actuellement. Donc on a prévu de créer des pépinières pour produire nos variétés locales chez nous. Une quarantaine qui va durer combien de temps? Tant que la maladie existera en Italie. Je vous remercie beaucoup. Merci Eric Haas. J'ajoute que vous allez nous faire vivre ce salon depuis le site de France Télévisions. Et puisque nous sommes au salon de l'agriculture, eh bien je vous propose de partir à la rencontre d'un agriculteur biologiste pionnier de l'agroécologie en France. Son nom, Pierre Rabhi, il est né en Algérie et depuis des années, cet expert reconnu défend une vision humaniste du monde grâce à des techniques agricoles concrètes. Nos confrères de Méditerranéo l'avaient suivi l'été dernier. Regardez. C'est ici, à Montchamp, dans le sud de l'Ardèche, que tout a commencé. Au début des années 60,
Pierre Rabhi et sa femme s'installent sur un terrain où personne ne veut vivre. C'était un terrain complètement dénudé, très aride, avec une terre assez stérile. Donc il a fallu beaucoup travailler. C'est un lieu que nous avons transformé et c'est là où on voit un peu le miracle de l'agriculture écologique parce que avec l'agriculture écologique, on régénère le sol. Né dans une oasis du sud algérien aux portes du désert, Pierre Rabhi est à la fois penseur, agriculteur, romancier et poète. Reconnu expert international pour la lutte contre la désertification, c'est un des pionniers de l'agroécologie en France. L'agriculture écologique n'est pas seulement une technique de production bio, mais elle est une morale, elle est une éthique. Et c'est ça qui lui donne sa valeur. On peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Je peux aller manifester contre les multinationales et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui vivent autour de moi. Donc, ce qui veut dire que le problème n'est pas dans le décorum ou les mécanismes extérieurs, mais il est en nous. Et c'est pour ça que nous sommes invités au changement de nous-mêmes pour qu'il y ait changement de société. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Une philosophie de vie transmise très concrètement à quelques kilomètres de là par Terre et Humanisme, une des nombreuses associations créées par Pierre Rabhi. Il y a plein de gens qui viennent avec des projets pour s'installer, pour demander conseils sur de l'irrigation, sur des cultures, sur des techniques. Du coup, oui, il y a cet aspect laboratoire au niveau technique agricole, mais sinon c'est vraiment de l'expérience humaine. Loin d'être la solution miracle face aux défis du XXIe siècle, l'agroécologie propose une vision humaniste du monde, couplée à des techniques agricoles concrètes, respectueuses et efficaces. Partout dans le monde, chacun, à sa mesure et à son rythme, est invité à l'expérimenter. Oui, Pierre Rabhi, qui est aussi l'initiateur du mouvement Colibri, un mouvement qui se mobilise pour la construction d'une société écologique et humaine. Allez, venez avec moi, je vous emmène en Italie dans un décor pour le moins méconnu. Nous allons découvrir une carrière de marbre de Carrare, un marbre reconnu pour sa blancheur et qui a séduit les plus grands sculpteurs. Voyez ce reportage signé Renaud Bernard et Giona Messina. Ici, depuis 2200 ans, l'homme laisse l'empreinte de sa main sur la montagne. Il la grignote inlassablement pour en extraire son trésor, bloc après bloc de marbre. Mais c'est dans le ventre de la terre qu'on mesure l'ampleur de la tâche. 600 mètres de galerie qui se parcourent en minibus. Visite guidée. S'il vous plaît, un casque, sont là-bas sur le bloc. Ils sont français, originaires d'Ardèche, et plutôt qu'un musée, pour 10 €, c'est à la source de l'Antiquité, de ces palais, de ces statues qu'ils ont décidé de remonter. Une carrière souterraine en pleine exploitation. On y extrait le plus célèbre des marbres du monde, le plus cher aussi, le marbre de Carrare, d'une blancheur étincelante, du sol au plafond. C'est moelleux. On n'a pas la sensation de marcher sur du marbre, on dirait qu'on marche sur du coton. Le marbre, Michel-Ange, Florence, Rome. Ici, dans cette carrière, on arrive jusqu'à 25 mètres d'auteur. La différence entre les marbres ici et les marbres à l'extérieur, c'est la densité. Donc ici, à mètre cube, ça correspond à 2 tonnes 9. 2 tonnes 9 par mètre cube, plus dense que le béton, plus immortel aussi. La leçon de choses fascine les visiteurs. C'est fabuleux. C'est inimaginable de se dire qu'on a devant soi un bloc aussi gros de marbre et de voir déjà l'extraction. Rien que dans cette salle, on a déjà sorti 50 000 tonnes de marbre. Une œuvre monumentale. Au point que les lieux sont même loués pour des concerts. Alors nos touristes, membres d'une chorale à leurs heures perdues, s'essayent à en tester l'acoustique. Je pense que c'est un matériau qui est digne, qui est noble, qui est beau.
Mais c'est à la sortie qu'il y a le clou du spectacle. Ici même, il y a 500 ans, un illustre artiste est venu faire son marché. Nous avons devant, c'est la carrière de Michelangelo. Ici, il a vu la paroi et il a choisi, il a dit ma statue se trouve dans cette paroi. Et ils ont commencé à exploiter la paroi. Une forme de création divine, de la pierre, Michel-Ange a fait naître David. Rien que ça. Et si vous souhaitez revoir ce reportage ou ce magazine dans son intégralité, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. L'image de la semaine nous conduit au sud d'Israël. Des nuées des tourneaux viennent ici se réfugier les mois d'hiver. Ils nous offrent alors des chorégraphies impressionnantes. Elle ne danse pas, mais son charme opère. Christelle Chabert sera là la semaine prochaine. À très vite.